Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Espagne, 2 attentats, dont l'un mortel attribué à l'ETA en moins de 24 heures. Un élu politique tué à bout portant de 6 balles et pendant ses funérailles, l'explosion d'une voiture piégée. Le devoir de mémoire, il y a 58 ans, la rafle du Veldiv, cérémonie du souvenir à la mémoire des 13 000 juifs arrêtés par la police française. Le Tour de France endeuillé, l'enfant de 12 ans renversé par une voiture de la caravane vendredi dans le Var est décédé ce soir à l'hôpital de la Timone à Marseille. Splendide rétrospective de l'œuvre de Van Gogh à Martigny en Suisse, 50 tableaux et 40 dessins qui retracent l'évolution du peintre génial. Je vous propose d'ouvrir ce journal par ce double attentat en Espagne qui incontestablement témoigne d'une escalade de la violence, avec hier soir à Malaga l'assassinat d'un élu politique, cible privilégiée de l'ETA, tué à bout portant et en pleine rue. Cet après-midi, c'est l'explosion d'une voiture piégée contre une caserne de la garde civile qui signe cette recrudescence des attentats dans ce pays qui ne connaît plus de trêve depuis décembre dernier. Jérôme Beny. L'assassin n'a pas laissé une chance à sa victime. Abattu hier soir de 6 balles tirées à bout portant sous les yeux de son épouse et de sa fille. José María Martín Carpena était conseiller municipal de la station balnéaire de Malaga, au sud de l'Espagne, loin du Pays Basque. Ici, la menace de l'ETA semblait minime. Le conseiller municipal se déplaçait sans garde du corps. Il est le 8e homme politique victime de l'ETA ces dernières années. Aujourd'hui, l'explosion d'une voiture piégée a légèrement blessé une femme à Agreda, au Pays Basque. Jamais l'Espagne n'a connu une telle vague d'attentats depuis la rupture de la trêve de l'ETA en décembre dernier. Campagne de terreur condamnée par la classe politique, y compris le chef du gouvernement régional basque. Je veux dire à l'ETA qu'il est absolument fondamental qu'elle respecte la volonté de la société basque et abandonne définitivement la lutte armée. Cet après-midi, José María Aznar, le Premier ministre espagnol, assistait aux obsèques de Martín Carpena. Son parti, le Parti populaire, a largement remporté les élections législatives de mars dernier sur un programme très ferme vis-à-vis des indépendantistes basques. José María Aznar a déjà trop répété les mots de condoléances aux familles de ses partisans victimes du terrorisme. Demain, l'Espagne descendra encore une fois dans la rue pour dire non à la violence de l'ETA. Venons-en à la situation aux Philippines. Celui qui dirige les négociations de Manille a rencontré aujourd'hui sur l'île de Mindanao l'émissaire du commandant Rubo, le chef des rebelles musulmans qui détient 39 otages. D'autre part, pour la première fois depuis leur enlèvement dans l'île de Jolo, Maris Burgo, Roland Madura et Jean-Jacques Le Garec, les membres de l'équipe de France 2, ont pu envoyer du courrier. Ces lettres sont en cours d'acheminement à Paris. L'une d'entre elles, destinée à notre rédaction, confirme que nos camarades ont pu recevoir des objets de première nécessité que nous leur avons fait parvenir et qu'ils sont en bonne santé physique et morale. Politique française avec ces déclarations de Philippe Séguin, le candidat RPR à la mairie de Paris, qui prend ses distances face à Jean Tibéri. Ses propos donnent une nouvelle tournure à la campagne pour les présidentielles, pour les municipales, pardonnez-moi. Philippe Boissry. Vendredi, à la garden party de l'Élysée, Jean Tibéri a regardé passer Philippe Séguin au large. Une distance de sécurité en quelque sorte qui depuis ce matin s'est transformée en fossé. Dans le journal du dimanche, Philippe Séguin souhaite parler sans précaution de langage. C'est réussi. C'est en candidat de rupture que je me présente contre un système, le mot est dit, assène-t-il, et contre des méthodes dont les juges confirmeront ou non la réalité. Si d'aventure Jean Tibéri était mis en examen, le mieux serait alors qu'il abandonne l'idée d'être candidat, affirme Philippe Séguin. Le chemin parcouru depuis l'annonce de son engagement dans la bataille de Paris est grand. Jean Tibéri, il a eu raison de le rappeler, est le maire de Paris. Il y a une majorité municipale. Cette majorité municipale et ce maire présenteront un bilan que chacun s'accorde à reconnaître bon. Vous aussi. Bien sûr. Lundi dernier encore, au Conseil de Paris, partisans de Jean Tibéri et séguinistes s'étaient alliés pour repousser une motion de défiance du candidat socialiste Bertrand Delanoë. Mascarade, guignol, dit aujourd'hui Philippe Séguin, qui renvoie ses deux adversaires d'un lapidaire. Ils font la paire.
Mais si le député des Vosges lâche Jean Tibéri, il n'entend pas moins la main à ses alliés, ou tout du moins à ceux qui n'ont rien à se reprocher. Car Philippe Séguin n'a toujours pas constitué ses listes pour les municipales. Dans le contexte actuel, cela ressemble à un casse-tête. D'ailleurs, Philippe Séguin lui-même ne sait toujours pas dans quel arrondissement il compte se présenter. Et puis Jean Tibéri est sorti de son silence il y a tout juste quelques instants, demandant à Philippe Séguin de faire preuve de clarté, de cesser ses sous-entendus. Il demande au candidat RPR de dire de quoi et de qui il parle quand il évoque le système RPR. Le devoir de mémoire, 58 ans après la rafle du Veldiv, ce 16 juillet, devient désormais journée nationale pour ne pas oublier ces quelques 13 000 juifs arrêtés par des forces de police françaises et parqués dans l'ancien vélodrome d'hiver avant d'être déportés. Sophie Mézel. Aujourd'hui, la cérémonie a un caractère particulier parce que pour la première fois, grâce à une loi votée le 10 juillet dernier, la France tout entière reconnaît officiellement sa responsabilité dans la rafle du Veldiv. Conséquence, le 16 juillet devient une journée nationale, une journée de deuil et de honte. C'est le discours du président Chirac à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv en 1995 qui a marqué un tournant. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Jacques Chirac vient de faire tomber les guillemets symboliques qui désignaient l'État français de Vichy. Il a désigné l'État français dans sa continuité comme responsable de ces années noires, années de collaboration avec le Führer. C'était il y a 58 ans. Le 16 et 17 juillet 1942, la police française, dirigée par un certain René Bousquet, fait du zèle pour satisfaire l'occupant nazi. 13 000 juifs sont arrêtés, des familles entières, les femmes, les enfants. Regroupés dans l'ancien vélodrome d'hiver, quai de Grenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, ils transiteront par le camp de Drancy, avant d'être expédiés pour la plupart à Auschwitz. Sur ces 13 000 hommes, femmes et enfants, 2 000 seulement survivront. C'est en fin de matinée que le CEDEAF, ce magnifique voilier russe, a repris la mer, mais très provisoirement, sous contrôle de 2 officiers de marine qui sont à bord. Ce 4 mâts a été saisi en raison des dettes contractées par l'État russe. Moscou, qui pour sa part juge inacceptable la décision de justice. Thierry Curté, Thierry Breton. Il n'était question que d'une liberté surveillée, restreinte, encadrée. Sortie de la rade de Brest pour 200 invités d'une société, l'affrètement coûte 150 000 francs par jour. Au retour, les passagers ont tous oublié la situation paradoxale du navire. Ah, formidable, c'est une très belle traversée. Ce qui manquait, c'est peut-être les gens qui n'étaient pas habillés comme à l'époque de Surcouf, et je crois que ça aurait donné un petit cachet supplémentaire, mais très belle traversée. Les paysans bretons, eux, avaient prévu de faire parler d'eux de longue date. Opération médiatique pour la défense de leur agriculture. En costume traditionnel, ils ont livré symboliquement 400 à 500 kilos de fruits et légumes aux marins du CEDEAF. Au vu des circonstances, le geste prenait une autre dimension. Ce que nous avons dans Notre-Dame de Rumingol sera complété par un chargement plus important, plus conséquent et qui leur permettra de goûter nos produits pendant une bonne période. En fait, 4 à 5 tonnes de victuailles seront livrées. Ils ont été accueillis à bras ouverts sur le CEDEAF, où l'on ne digère toujours pas la situation. La situation est bien sûr dramatique. Nous sommes venus à l'invitation du comité de Brest 2000 et nous avons été véritablement pris en otage. La situation est donc pour nous tout à fait indélicate. Le navire russe participera à la fête demain vers Douarnenez, mais il devra être de retour à quai, ici à Brest, jeudi soir au plus tard, en attendant de nouvelles décisions de justice. Voyons à présent la façon dont est financée cette fête nautique qui attire les plus beaux fleurons de la marine à voile. Bien évidemment, le seul budget de la ville n'y suffit pas et c'est à travers un système de location que Brest réussit à rentrer dans ses fonds, comme en témoigne ce reportage de Fanny Auvergne et Alexandre de Laval. Depuis tôt ce matin, ils sont là, espérant monter à bord des grands voiliers. Des milliers d'amateurs, fascinés par ces vieux gréements, mais tenus à distance. Entrée interdite.
On est venu déjà hier en pensant et on a vu qu'il y avait aussi réservé au comité d'entreprise. Donc on aurait bien voulu et pour plusieurs bâtiments c'est la même chose. C'est bien dommage. Vous avez pu en visiter quelques-uns quand même ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Une majorité des bateaux est louée par des entreprises privées. Alors, ces géants des mers se transforment en salon de réception. Pour rentrer, carton d'invitation obligatoire. Il y a eu une journée publique jeudi où tout le monde pouvait visiter le bateau. Aujourd'hui, il y a une société qui a loué le bateau. Donc... Au total, plus d'une centaine de voiliers sont à quai. 5 seulement en moyenne sont accessibles tous les jours. Alors, pour les découvrir, il faut jouer des coudes et s'armer de patience. Une situation à laquelle certains ne se résignent pas. Il faut avoir une invitation qui ne me semble pas tout à fait correcte. Pourquoi? Parce que c'était pas annoncé, je veux dire, voilà. On l'apprend quand on est sur place. Et vous avez payé une entrée? Bah oui, justement. Un droit d'accès de 90 francs. Mais pas de chance pour les visiteurs, beaucoup de voiliers partent en mer toute la journée. L'affrètement de ces bateaux coûte 14 millions de francs à la ville de Brest. Seule façon de rentrer dans ces frais, les relouer à des entreprises privées. Cette bisquine est louée 50 000 francs pour 4 jours, une aubaine que l'association propriétaire du bateau ne peut dédaigner. C'est une fête maritime certes, mais c'est pas une fête pour les marins. On a quelquefois un peu l'impression que c'est une fête pour les entreprises. Demain, en tout cas, pour la grande parade au large de Brest, le spectacle sera gratuit. Aux États-Unis, le sommet de Camp David devrait entrer cette semaine à venir dans une phase déterminante et en réponse aux tractations qui pourraient aboutir à un accord en Israël, la protestation des colons. Le poids de la rue avec en fin de journée cette manifestation de la droite à Tel Aviv contre Ehud Barak, une journée également marquée par de nouveaux affrontements à Hébron. Richard Binet. Les affrontements ont commencé dès les premières heures de la journée. Les 400 colons d'Hébron sont protégés par la police israélienne, rapidement dépassée par la violence des manifestants. Les jeunes Palestiniens tentent de pénétrer dans la vieille ville. Les policiers doivent procéder à de multiples arrestations. Plusieurs blessés sont évacués. Côté israélien, les colons s'en prennent aux journalistes. Ce caméraman palestinien n'échappera à leur colère que grâce à l'intervention musclée des forces de l'ordre. Au même moment, près du village palestinien d'El Kater, dans les environs de Bethléem, une centaine de jeunes colons affrontaient des gardes-frontières israéliens après avoir construit pendant la nuit une implantation sauvage. Durant plusieurs heures, les jeunes retranchés narguent les autorités israéliennes avant d'être finalement délogés. Nous avons peur de ce qu'Ehud Barak va signer. Il est capable de brader notre territoire. À Ramallah, toujours en Cisjordanie, des extrémistes palestiniens s'en prenaient à des bus destinés à emmener des colons à Tel Aviv, heureusement sans faire de victimes. Il y a quelques heures débutait ce que la droite israélienne appelle déjà la mère de toutes les manifestations. Des milliers de personnes réunies sur la place Yitzhak Rabin, une majorité de colons venus de Gaza, de Cisjordanie, mais aussi du Golan et de la vallée du Jourdain, venus exprimer leur peur. Avec un unique message, démanteler les implantations c'est plier, et plier c'est conduire Israël à sa perte. En Algérie, malgré l'assassinat mercredi dernier de 6 campeurs sur une plage à l'ouest d'Alger, la vie reprend son cours en cette fin de semaine avec les joies de la baignade en dépit de l'émotion provoquée par le meurtre de ces jeunes gens par des islamistes armés dans cette région de Tipaza où se sont multipliés en une dizaine de jours les attentats. Reportage Jérôme Beny, Mokran Septi. Ils étaient 7 jeunes de Médéa venus camper sur cette plage d'El Belge mercredi soir. 7 jeunes qui croyaient qu'en Algérie, on pouvait à nouveau vivre sa vie. À minuit est arrivé un groupe armé. J'ai entendu 7 coups de feu. Je suis sorti de chez moi et j'ai couru jusqu'à la barque, là-bas. Un seul d'entre eux a survécu, grièvement blessé. Le lendemain même, pour le week-end musulman, les familles reprennent le chemin de la plage. Les enfants se baignent à quelques mètres du lieu du massacre. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment très étonnée, car on nous dit qu'il n'y a presque plus de terroristes. Et puis on apprend qu'ils ont commis un attentat sur une plage. Des renforts de gendarmerie surveillent discrètement la plage. Les jeunes qui ont grandi dans la guerre civile ont fini par apprivoiser le sentiment d'insécurité.
peur de la mort. On ne peut pas avoir peur de la mort, car elle peut vous prendre à tout moment. Apparemment, la situation sécuritaire s'est améliorée. L'année dernière, il y avait beaucoup moins d'estivants sur ces plages. Cela se passe pourtant dans un fief islamiste. Pour les fanatiques religieux, le fait même de se baigner peut apparaître comme un affront. Les femmes respectent strictement les règles du Coran, se gardant bien de dévoiler leur corps. Mais ces estivants qui essaient de se détendre savent que ce mois de juillet est le plus meurtrier depuis le début de l'année. En Allemagne, à Ludwigshafen, 3 enfants albanais du Kosovo ont été blessés la nuit dernière dans un attentat, probablement un acte de xénophobie contre un foyer de demandeurs d'asile. Le brouillard serait sans doute à l'origine de la collision entre 2 ferries dans la baie d'Algeciras, au moins 6 morts et 18 blessés, tous d'origine marocaine. Stéphane Breitner. Une plaie de 10 mètres au milieu de la salle des passagers. Ce matin, aux alentours de 6h30, le Ciudad de Ceuta, avec 290 personnes à bord, n'a rien pu faire. Cet autre ferry l'a percuté de plein fouet dans le détroit de Gibraltar, visiblement à cause d'une brume épaisse. Très vite, les secours se sont déclenchés une fois les 2 ferries remorquées au port d'Algeciras. Tous les blessés ont été dirigés vers les hôpitaux de la ville dans un état plus ou moins grave. Quant aux morts, ils ont été transportés à la morgue pour être rendus aux familles. Les victimes sont toutes d'origine marocaine, des immigrés d'Europe qui rentraient au pays. Chaque jour, par centaines, ils prennent ces ferries qui relient l'Espagne au Maroc, surtout en ce moment, en pleine période de vacances. Pour l'instant, on ignore si la compagnie espagnole propriétaire des 2 bateaux a décidé ou non d'interrompre ces liaisons. Sur la base de Baïkonour au Kazakhstan, le lancement de 2 satellites européens chargés d'étudier la magnétosphère terrestre. La fusée, comme prévu, a largué dans l'espace au bout d'1 heure et demie de vol ces 2 satellites qui devraient permettre, durant 2 ans, de relever de nombreuses données expliquant les interactions de cette magnétosphère avec les vents solaires. 2 autres satellites de même type devraient les rejoindre prochainement. En France, la première phase de pompage des cuves de l'Erika est achevée. Ces opérations ont permis le transfert de quelques 5700 tonnes d'un mélange composé de fioul lourd et de diluant. Ce fioul qui a été transféré du navire de pompage sur un pétrolier mis en place à cet effet. L'épave de l'Erika, qui repose par 120 mètres de fond, devrait faire l'objet d'autres opérations concernant cette fois-ci l'épave arrière du navire. Le pompage devrait commencer au mois d'août. Après la tempête, le prix du bois français a considérablement chuté, un effondrement des prix qui a au moins pour avantage d'attirer des sociétés étrangères qui viennent désormais se fournir dans notre pays. Reportage en Meurthe-et-Moselle, Florence Griffon, Didier Dahan. Une grosse machine pour une toute petite parcelle. D'habitude, cette abatteuse travaille très loin d'ici, en Scandinavie, et sur des surfaces beaucoup plus importantes. Pour la faire venir, les petits propriétaires privés ont dû regrouper leur terrain et constituer une association. Une démarche qui était loin d'aller de soi, mais pourtant essentielle. On a rassemblé les gens en leur expliquant qu'il fallait être large d'esprit parce qu'effectivement la parcelle d'un est toujours meilleure que la parcelle de l'autre. Il fallait trouver un terrain d'entente, il fallait que les gens se mettent d'accord et finalement apparemment ils l'ont bien compris quand même. Il aura fallu un électrochoc, la tempête, pour que les mentalités changent. Et lorsqu'on sait que la France compte 1 300 000 propriétaires privés, on comprend les réticences des étrangers à venir y faire des affaires. Or, c'est justement de l'étranger que vient aujourd'hui le salut. La filière nationale est complètement engorgée. Au volant de cette voiture, un acheteur belge, plus habitué à se fournir en Russie qu'en France. Mais par solidarité européenne, la Belgique a décidé de suspendre l'abattage du bois. Voilà le bordereau d'achat et le paiement. Du coup, la Meurthe-et-Moselle est devenue son nouveau terrain de chasse. De toute façon, ici, le bois est bradé. C'est de non connu. On s'est dit qu'il y avait une opportunité à saisir et qu'il y avait moyen de s'approvisionner sous de meilleures conditions. De l'ordre de 25 à 30% moins cher que le prix du marché avant tempête en Belgique. Et j'ai fait la connaissance de personnes très intéressantes en France et qui m'incitent à revenir après les tempêtes, faire des affaires avec les Français. Signe de cette coopération fructueuse, le port de Strasbourg note une augmentation de son activité d'environ 10%. Ces bois partent pour la Belgique, l'Allemagne ou la Chine. Même sinistrée, la filière française a donc de l'avenir.
Décidément, le soleil n'avait pas rendez-vous avec les vacanciers de ce long week-end du 14 juillet. Et c'est un record de froid à Toulouse, une journée qui restera dans les annales, avec pas plus de 16 degrés hier. Aujourd'hui, lente amélioration, on scrute le ciel en souhaitant que l'été s'installe. Tour de France des plages avec Caroline Gauthier. L'hiver, en plein été, ce n'est pas l'idéal pour le camping, encore moins pour la bronzette. Principal souci, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? On récupère le sommeil qu'on a perdu le restant de l'année, on fait rien, ça nous change. La journée, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de magasin, un petit peu... On tourne, la pétanque un petit peu, mais enfin bon, rien d'extraordinaire. À Villers-sur-Mer, il y a la plage et la mer, manque le soleil, 16 degrés température maximale, pas question donc de se risquer dans l'eau et même la construction de châteaux de sable confine à l'héroïsme. 3 petits-enfants, donc c'est la plage à tout prix. Non mais ça va là, les conditions sont satisfaisantes. Il y a juste un peu de vent, mais à part ça c'est bon quoi. Alors vous avez la route des châteaux, route des Ducs de Normandie. Une solution de repli tout de même, la découverte, un peu forcée, de l'arrière-pays. Voilà, c'est juste à côté, en allant sur Deauville, c'est très simple. Beaucoup de vent donc, des vagues. À la Cano, les passionnés de glisse sont ravis. Ils sont bien les seuls. Les surfeurs, ils sont contents, il y a des vagues tous les jours. Effectivement, les gens qui viennent faire du camping, qui cherchent le soleil, ben non, il fallait aller ailleurs. Cette première quinzaine de juillet, autant l'oublier, et qu'on se le dise, l'été commence demain. Carte postale à présent des vacances au bord de la mer, comme on les aime, avec du soleil évidemment. Aujourd'hui, il fallait aller notamment sur la Côte d'Azur. Nathalie Jourdan, Frédéric Cerulli. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Oh my God! Attention, ces images peuvent froisser ceux qui n'ont pas choisi de passer leurs vacances dans le sud de la France. Sur la Côte d'Azur, le ciel est bleu, il fait beau. Le mercure frôle les 28 degrés sur la plage et l'eau est à 21 degrés. Les touristes sont comblés. Alors, heureux? Ouais, ça pourrait aller pire. Ça se passe bien. T'es pas trop fatigué? Non, non, ça va. La débauche d'énergie n'est pas extraordinaire. Bah ici on fait rien. On fait déjà beaucoup. Non, c'est bien, on se détend, on se promène, c'est bien. C'est bien, mais lorsque le soleil cogne, la torpeur guette le vacancier. Même les caresses se font au ralenti. Alors, pour rester éveillé, rien de tel qu'un bon polar. Est-ce qu'il meurt à la fin? Je pense, oui. Oui. Mm. Vous n'avez pas trop chaud? Non, non, ça va, merci. Le seul bémol à cette journée idyllique viendra de ces touristes nantais accros au Vapeau. Il y a beaucoup de monde. Hein. Nos plages sont peut-être dégueulasses, mais il y a peu moins de monde. Donc, ouais. Mais c'est pas mal. La forte densité de population au mètre carré de sable consolera peut-être ceux qui passent des vacances pluvieuses. À Juan-les-Pins, dans les prochains jours, il faudra encore compter avec la crème solaire. Et pour revenir au mauvais temps, le mauvais temps ne fait pas que des malheureux. En montagne, il y a davantage de neige qu'à l'accoutumée pour le plus grand bonheur des skieurs d'été. Reportage à Argentière, Thomas Dandois, Philippe Huvet. Ouais, on doit marcher un petit peu, quoi. Okay, parce qu'il paraît qu'il y a 40 cm de poudreuse. Ouais, c'était vraiment de la poudreuse. Ouais, on va dire ça. 40 cm de neige dans les hauteurs, suffisant pour satisfaire les amateurs de ski d'été. Depuis environ 8 jours, les flocons blanchissent les versants des Alpes, parfois même en dessous de 1800 mètres. Des conditions climatiques assez inhabituelles, pas de quoi toutefois impressionner les professionnels de la haute montagne. Ici, l'été sous la neige, c'est un peu la routine. Le rôle de Chamoniard, c'est pas exceptionnel, hein, mais normalement c'est plus mi-août. Mais bon, début juillet, c'est une rigueur aussi. Pour les autres, ces quelques heures dans les hauteurs sont une belle occasion d'échapper à la grisaille qui persiste plus bas dans les plaines. On n'a pas l'habitude de venir en plein mois de juillet skier. C'est vrai que c'est assez pour le fun qu'on est venu, quoi. Faut dire, ouais, c'est le mois de juillet. Il neige, il fait froid, c'est l'hiver et tout. Je pense que c'est un bon moyen de s'évader et puis de changer d'air, de venir ici. Mais pour changer d'air, des précautions s'imposent. Ces deux skieurs connaissent bien leur domaine. En hiver comme en été, la haute montagne reste le domaine réservé des skieurs expérimentés.
Depuis plusieurs années, l'invasion d'une petite plante à fleurs jaunes dans plusieurs régions de France prend les allures d'une véritable peste végétale. La fleur en question est toxique pour le bétail et envahit tout sur son passage, comme le montre ce reportage dans les Pyrénées-Orientales de Véronique Gaglione et Benoît de Tuny. Elle est belle, mais terriblement envahissante. Elle a débarqué d'Afrique du Sud il y a 70 ans dans la laine de moutons importés. Et partout où elle trouve un terrain favorable, elle prospère. Elle est belle, mais malheureusement toxique pour les bêtes. Aujourd'hui, elle ne pâture pas le senson parce que c'est pas comestible pour les animaux. Donc on est obligé de complémenter céréales et voire en hiver du foin dans des quantités beaucoup plus importantes. Donc augmentation des coûts. Et plus les bêtes pâturent autour, plus elles laissent le champ libre au senson, une plante qui profite de toutes les dégradations du terrain sur pâturage, sécheresse ou incendie. Chaque mois, depuis 3 ans, des chercheurs montpelliérains viennent étudier l'évolution de cette peste végétale, la compter, l'épier, en dehors de toute intervention humaine ou animale. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y ait une rotation d'utilisation de cet espace, et donc que pendant plusieurs années, une parcelle ne soit pas utilisée, ce qui permet à la végétation locale donc, de recommencer sa végétation. Et puis au bout de 4-5 ans, permettre à l'animal de revenir, et à ce moment-là fermer d'autres parcelles qui auraient été envahie par le senson. Mais à raison de 20 000 graines par an pour chaque bouquet de senson, la plante se reproduit rapidement. Son plus grand ennemi pourrait être tout petit. Une rouille l'attaque et parfois parvient à l'affaiblir. Ça m'amène à espérer que cette rouille pourrait, disons, calmer le senson. Il n'est pas question de l'éradiquer puisque maintenant il est chez nous et bien installé. Mais bon, on pourrait le calmer et vivre avec. Pour parer au plus pressé, des herbicides sont à l'étude. Certains sont même déjà utilisés en plaine avec succès. Mais en zone de montagne, il sera plus difficile et plus coûteux de se séparer de l'encombrante fleur jaune. Le Tour de France endeuillé, on a appris il y a à peine 1 heure que l'enfant de 12 ans, renversé par une voiture de la caravane vendredi dans le Var, n'a pas survécu à ses blessures. Nous retrouvons en direct de Courchevel Christelle Bertrand, vous avez davantage d'informations ? En fait, Jean-Marie Leblanc vient de déclarer à l'agence France Presse il y a quelques minutes que ce tour serait définitivement gâché. L'ensemble du peloton et de la caravane observera une minute de silence mardi matin au départ de Courchevel. C'est tout ce qu'on peut ajouter ce soir. Je crois que l'ensemble de la caravane est très choqué en fait. Merci Christelle. C'est exactement aussi le deuxième accident mortel qui survient sur les routes du Tour de France. Déjà en 1988, un enfant avait été fauché par une voiture. Merci Christelle de ces premières précisions. La 15e étape du Tour de France cycliste, 173 km sur les hauteurs de Courchevel, remportée par le grimpeur italien Marco Pantani. L'américain Lance Armstrong conserve le maillot jaune de leader après cette deuxième journée alpestre. Sur place, Alexandre Cara et Emmanuel Beck. C'était une journée ordinaire de juillet. 3 degrés Celsius, un vent glacial et de la neige de ci de là. Sur la route du Tour, qu'ils soient coureurs ou spectateurs, ils avaient aujourd'hui bien du mérite. L'histoire d'abord, celle du Tour 2000, parti à la conquête du Galibier. Une ascension gagnée par le Français Pascal Hervé. Des histoires ensuite, celle de ces dizaines de milliers d'hommes, de femmes, qui aujourd'hui parsemaient la montagne, parfois venus de bien loin. Je viens de Montréal et je fais l'escalade, canyoning, je fais tout. Donc je suis dans la région pour le Tour, puis je m'en vais sur Paris le 23. Vous avez dormi ici? Deux nuits. 2 nuits? 2 nuits. Beaucoup de neige, beaucoup froid. Plus loin sur le Tour, le col de la Madeleine. Là encore, une discussion serrée entre les coureurs. Et un sprint remporté par Massimiliano Lelli. Et encore, ces milliers d'anonymes qui attendent parfois depuis longtemps. Bonjour. Vous avez l'air bien installé, ça fait combien de temps que vous êtes là? Depuis hier après-midi. Et vous avez dormi dans le coffre de votre voiture? Oui. C'est mon mari devant, il faisait froid, il neigeait. Ici c'est bon, hein, on a le chauffage. Merci, bon courage. Le problème c'est la circulation, c'est les bouchons. Mais de ce 16 juillet, on se souviendra surtout de l'ascension vers Courchevel. Cet extraordinaire affrontement entre les meilleurs, Armstrong, Pantani, Ulrich ou Virenque. Et comme sur les hauteurs du Mont Ventoux, c'est une victoire à l'italienne. Celle de Pantani le magnifique, celle de la revanche d'un coureur que l'on croyait il y a encore peu fini. 8e victoire d'étape sur le Tour, la 2e cette année. Et toujours l'ombre d'Armstrong,
Il pense sans doute à ce vieux dicton du Tour, maillot jaune Galibier, vainqueur sur les Champs-Élysées. Le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 pour cette 10e épreuve du championnat du monde. Tout s'est joué au début de la course. Michael Schumacher a été contraint d'abandonner dès le premier virage après avoir été heurté par la Honda du Brésilien Ricardo Zonta, laissant ainsi le champ libre à McLaren. Le Finlandais Mika Häkkinen s'est imposé, remportant le Grand Prix. Il enlève ici le 16e succès de sa carrière et le 2e de la saison. Cette victoire relance le championnat du monde. Schumacher garde sa première place, mais n'a plus que 6 points d'avance sur Coulthard et 8 sur Häkkinen. Cette magnifique rétrospective consacrée à Van Gogh, à Martigny, dans le canton suisse du Valais, le génie du peintre et l'évolution de son œuvre à travers ses 50 tableaux et 40 dessins qui sont autant de repères inscrits sur le parcours chaotique de sa vie. Georges Bégou, Bernard Pucessot. Van Gogh tel qu'on l'aime, le Vincent d'Arles, de Saint-Rémy de Provence, celui des Iris, tel qu'il s'est épanoui en découvrant la lumière. Ce Vincent-là est bien présent dans l'exposition de Martigny, sous le regard de la célèbre arlésienne, Madame Ginoux. Mais il y a aussi l'autre Van Gogh. C'est une mini-rétrospective, n'est-ce pas, qu'on voit comme Van Gogh qui avait commencé très tard comme peintre, à l'âge de 27 ans, comme il a lutté pour devenir peintre. À ses débuts, Vincent n'a qu'une idole. Le peintre Jean-François Millet, dont il copie la manière réaliste et dont il s'inspirera jusqu'à la fin de sa vie. À ce moment-là, Vincent vit à Nounen, dans le Brabant où son père est pasteur. Malgré des études de théologie à Amsterdam, Vincent échoue dans sa vocation religieuse. Il se tourne alors résolument vers la peinture. À 28 ans, il part pour Paris retrouver son frère Théo, marchand de tableaux. La période parisienne, on le voit, doit beaucoup à la fréquentation des impressionnistes Renoir, Pissarro, Monet. La vie tourbillonnante de la capitale n'intéresse pas Van Gogh. Bientôt, il descend sur les bords du Rhône, où soudain son style, sa touche, ses couleurs éclatent. 2 années de peinture éblouissante. Mais Vincent quitte le Midi pour aller faire soigner sa maladie qu'on appelait alors la mélancolie par le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Il passe à Auvers les 2 derniers mois de son existence. Il vit à l'auberge Ravoux et malgré les verres d'absinthe, il travaille avec acharnement. Il peint en 70 jours 70 toiles qu'il accumule dans son alcôve de 7 mètres carrés. C'est toute l'histoire de Van Gogh qui se déroule à travers 50 tableaux et 40 dessins de la Fondation Gianada. Les Francopholies de La Rochelle avec le charme envoûtant des musiques latines au programme Sergent Garcia ou encore quelques salsa cubaines remises au goût du jour. Éric Perrin, Yann Jiquel. C'est un titi parisien, ex-rocker tendance punk, reconverti dans la musique salsa. Double disque d'or, l'une des révélations 2000, Sergent Garcia fait de chacun de ses concerts un événement, une fête. Le métissage est ici un credo autant politique que musical. En mélangeant la salsa au reggae et même au rap, Sergent Garcia réussit le pari de réactualiser la musique latine sans jamais la trahir, le changement dans la continuité. C'était déjà une fusion, et c'est ça qui m'intéressait aussi, entre la musique africaine et la musique européenne, espagnole, qui s'était mélangée déjà là-bas. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'apporter, de faire le voyage inverse, c'est-à-dire de prendre les sons qui viennent de là-bas et de les rejouer ici, et avec d'autres influences plus modernes peut-être, tout en gardant l'esprit traditionnel de cette musique. Voilà. Les racines, personne sans aucun doute ne les incarne mieux que les vénérables leaders du Buena Vista Social Club. Dans chaque chanson que nous interprétons, il y a un message, petit ou grand. Notre musique n'est pas seulement une histoire de rythme, elle dit vraiment des choses.
On prend tellement de plaisir avec cette musique sur scène qu'on reste jeune toute sa vie. Regardez-nous, nous sommes des nouveau-nés. Terra, galanterie oblige, l'âge réel de la belle Omara, mais sachez qu'Ibrahim Ferrer est un gamin de 72 ans. Incontestablement, la soirée Sergent Garcia à Buena Vista fut l'une des plus belles de la longue histoire des francophonies de La Rochelle. Un pur moment de fête, de vérité, de bonheur. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. En Espagne, 2 attentats dont l'un mortel, attribués à l'ETA en moins de 24 heures. Un élu politique tué à bout portant de 6 balles et pendant ses funérailles, l'explosion d'une voiture piégée. Le devoir de mémoire, il y a 58 ans, la rafle du Veldiv, cérémonie du souvenir à la mémoire des 13 000 juifs arrêtés par la police française. Tout de suite, la météo présentée par Patrice Drevet, puis à 20h50, le film Serial Lover, suivi à 22h25 du documentaire Dans le secret des assiettes. 23h25, le dernier journal avec Hélène Hugues. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Julien Drey, député socialiste de l'Essonne. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. À 20h, Benoît Duquesne. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Bonne soirée sur France 2.